Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Monsieur, madame, bonjour, bienvenue à vous toutes et tous pour notre nouveau magazine Carte sur table où avec mon invité nous allons nous efforcer, comme chaque semaine, de décrypter l'actualité internationale. Eh bien, au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, nous parlerons de la Slovaquie qui s'est donné un nouveau Premier ministre en la personne de Robert Fico, un populiste après la victoire de son parti aux élections législatives. Parlerons aussi de l'Égypte, où l'actuel chef de l'État, le maréchal Al-Sisi, a annoncé son intention de se présenter pour un 3e mandat en décembre prochain. Nous évoquerons également le sommet européen qui vient de s'ouvrir à Grenade en Espagne, avec la présence de plus d'une 50aine de dirigeants européens, et je demanderai à mon invité Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais Autre Avenir, et aussi conseiller spécial d'Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de février 2024, eh bien je lui demanderai de commenter l'élection de dimanche aux Maldives d'un candidat pro-chinois qui succède à l'ancien chef d'État plutôt pro-indien. Nous évoquerons ensemble les accrochages de ces derniers jours, de plus en plus nombreux et meurtriers au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avec cette question: l'instauration d'un califat au Sahel, déjà amorcé dans la zone des 3 frontières, eh bien, ne risque-t-elle pas de se propager très vite sur une étendue beaucoup plus vaste? J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui Slovaquie, Maldives, Égypte, Sahel, ces lignes qui bougent. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Duval. Comme vous l'avez dit, j'ai accepté d'être le conseiller spécial d'Abdoul Mbaye, candidat à la présidentielle de février 2024 au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je repars ce week-end à Dakar, car celui-ci va être investi officiellement par son parti pour l'élection prochaine. Précisément, un mot Ibrahima Thiam sur le Sénégal avant d'en venir aux sujets internationaux que j'évoquais il y a un instant. J'ai lu cette semaine sous votre signature une charge assez violente contre le Premier ministre Amadou Ba, à qui vous reprochez notamment, mais pas seulement, d'être un fonctionnaire très riche dans un pays parmi, dites-vous, les plus pauvres du monde. J'ai vraiment le sentiment que la campagne électorale est lancée au Sénégal. Pour vous répondre rapidement à ce propos et en venir au sujet que vous avez sélectionné, ce n'est pas encore tant cette question que je soulève, mais plutôt celle d'une forme d'ethnisation du pouvoir, à l'exemple des successions monarchiques sous l'ancien régime. Car Macky Sall, qu'il a choisi pour reprendre sa suite, et lui appartiennent à la même ethnie. Et je ne voudrais pas que le Sénégal s'inscrive durablement dans une logique d'ethnisation politique. Ce ne serait pas sain et serait même dangereux. L'alternance ne doit être que politique, mais pas ethnique. Une dernière précision pour clore ce chapitre intérieur sénégalais. Dans cette même tribune, vous semblez poser la question: Sénégal, qu'as-tu fait de ta démocratie? Est-ce une vraie inquiétude de votre part ou un effet d'annonce classique en période électorale? Détrompez-vous, Jean-Yves Duval. Quand on interdit à un candidat d'opposition comme Abdoul Mbaye, qui, je le rappelle, a été Premier ministre, de s'exprimer lors d'un meeting au prétexte qu'on ne disposerait pas des forces de sécurité pour protéger cette réunion publique, et aussi que cette réunion remet en cause l'ordre public. Il y a là une dérive inquiétante.
Avec mes amis, nous ne laisserons pas confisquer la démocratie. Cette élection doit donner lieu à un débat public et je vous promets qu'il aura lieu. N'en déplaise à Amadou Ba, l'actuel chef du gouvernement candidat à la présidentielle. Eh bien, après cet aparté sénégalo-sénégalais, venons-en maintenant à l'actualité de cette semaine et à cette victoire aux élections législatives en Slovaquie d'un parti dont le leader, Robert Fico, est un populiste avéré. Robert Fico qui a été choisi par le président slovaque pour former de nouveaux gouvernements. La question, Ibrahim Thiam, est simple. Elle est celle-ci, avec l'Italie, la Hongrie et aujourd'hui la Slovaquie. L'Europe n'est-elle pas en train de basculer dans le populisme? Il y a en effet, Jean-Yves Duval, quelques signes inquiétants qui montrent une poussée nationaliste et une poussée populiste, un peu comme ce qui s'était passé aux États-Unis avec Donald Trump. Et ce qui vient de se produire en Slovaquie le confirme. La difficulté, c'est que Robert Fico est non seulement populiste, mais il est aussi misogyne et pro-Poutine, ce qui fait beaucoup à la fois. Ce n'est pas un inconnu, puisqu'il a déjà été Premier ministre voici 5 ans, et je rappelle qu'il avait été poussé vers la sortie en 2018 suite à l'assassinat d'un journaliste d'investigation et de sa fiancée. Nous avons là une personnalité politique provocatrice, vulgaire, et il n'y a pas de quoi se réjouir. Est-ce que cette même Europe doit s'inquiéter de cette montée des partis nationalistes et populistes, alors que certains, ici même en France, pronostiquent déjà l'arrivée au pouvoir du Rassemblement populaire avec Marine Le Pen lors de la prochaine élection présidentielle? Je pense à tout le moins qu'il faut être vigilant, car l'histoire a parfois des soubresauts qui débouchent sur des aventures dramatiques. La montée du nazisme sur fond de crise économique et sociale a surpris tout le monde dans les années 30. Or, aujourd'hui, on parle à nouveau d'inflation et surtout de récession. Si vous y ajoutez le problème de l'immigration, nous avons là tous les ingrédients pour faire le lit du nationalisme. Heureusement, par rapport à 1930, il y a un Parlement européen, une Commission européenne, des institutions fortes et il y a beaucoup d'amortisseurs financiers, économiques et sociaux qui ont été mis en place, qui atténuent la gravité des crises, mais la colère, la frustration, la contestation est toujours bien présente au sein de beaucoup de pays européens. Donc, oui, il faut être prudent et cette présence de gouvernements populistes doit agir comme un signal d'alarme. On change de continent, si vous le voulez bien, car j'aimerais avoir votre commentaire sur la décision que vient de prendre en Égypte Al-Sisi de briguer un 3e mandat à la présidentielle du mois de décembre prochain. Doit-on s'en féliciter? Rappelons que celui-ci, voici 10 ans, a renversé l'islamiste Mohamed Morsi. Et aujourd'hui, il dit d'ailleurs que le risque est toujours présent. Et c'est moi ou le chaos. Il n'en demeure pas moins que les Égyptiens ont vu leur pouvoir d'achat divisé par 2 en 1 an, du fait de la dévaluation de la livre égyptienne. Autant dire qu'il y a un fort courant de mécontentement dans le pays. N'oublions pas non plus qu'à l'heure où on met à l'index beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest pour la présence à leur tête des juntes militaires, qu'Al-Sisi est sorti lui aussi des rangs de l'armée. Et cette armée est très puissante, sinon toute puissante en Égypte. Au moment où l'Égypte connaît une inflation à 40% et une dévaluation de 50%, demander, comme il le fait, des sacrifices aux 105 millions d'Égyptiens, n'est-ce pas un peu risqué à la veille du scrutin de décembre prochain? Si, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Aujourd'hui, la moitié des Égyptiens vivent sous le seuil de la pauvreté. Et puis, n'oubliez pas non plus que dans ce pays,
il est interdit de manifester, que le débat public n'existe pas depuis 10 ans et que l'état de droit est avant tout une formule qui ne repose sur aucun fondement. Il peut donc y avoir derrière l'opposition un mouvement en faveur du changement, même si lors des 2 dernières élections présidentielles, Al-Sisi avait obtenu 96 puis 97 des voix face à une opposition inexistante à l'époque. Nous ne manquerons pas de suivre cette consultation car le rôle géopolitique de l'Égypte dans la région est important et une déstabilisation de ce grand pays aurait des conséquences sans doute incalculables. Pendant ce temps, cette semaine, à Grenade, en Espagne, s'est ouvert un sommet européen. Je rappelle que cette initiative d'un sommet de la communauté politique européenne, CPE, revient à Emmanuel Macron, le président français, qui souhaitait élargir le cercle traditionnel des 27 pays. Pari réussi, puisqu'à Grenade, il y avait les représentants de 47 pays présents au Palais des Congrès de la ville. Est-ce que déjà en soi, ce nombre jamais vu n'est pas une victoire, Ibrahima Thiam? Si, assurément, car on y a vu des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement, comme la Serbie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie également, confrontés en ce moment à de très grands troubles avec son voisin l'Azerbaïdjan. À propos du Haut-Karabakh, vous noterez d'ailleurs, Jean-Yves Duval, que le président azerbaïdjanais ainsi que le président turc Erdogan, qui est son fidèle allié, étaient tous les deux absents en Andalousie. Mais à un moment où les tensions sont vives un peu partout, qu'un grand nombre de chefs d'État ou de gouvernements européens se retrouvent ne peut que faciliter la solution des crises, mieux la prévention de ces crises. Reste à attendre ce qui va se décider à Grenade et espérer que ce sommet élargi aura été constructif pour l'avenir du continent européen. Poursuivons notre voyage qui ce samedi nous conduit d'un point à un autre du globe, car aux Maldives, cet archipel de l'océan Indien, qui se situe sur une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, dans une zone de surcroît où l'Inde et la Chine rivalisent d'influence, eh bien, aux Maldives, donc, ont voté dimanche dernier. Et c'est le candidat pro-chinois Mohamed Muizu qui a remporté la présidentielle, battant le chef de l'État sortant qui, de son côté, avait œuvré durant son mandat à un renforcement avec l'Inde. L'Inde considérée comme allié traditionnel de l'archipel. Est-ce que cette élection régionale ne s'est pas faite sur fond de rivalité entre 2 grandes puissances mondiales, la Chine et l'Inde précisément? Tout à fait. Et vous avez bien résumé la situation, Jean-Yves Duval. Il y a fort à parier qu'au cours des mois à venir, on va assister à un rapprochement des Maldives avec Pékin, dans une zone considérée comme hautement stratégique. On voit ainsi, depuis quelque temps, des glissements géopolitiques s'opérer un peu partout dans le monde, en faveur de tel ou tel grand bloc. Le nouveau président a d'ailleurs de tout temps été un fidèle soutien de la Chine, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie et reconnaissant la Chine alors qu'il était gouverneur d'une province et maire de la capitale, avait financé un pont reliant la capitale au principal aéroport du pays pour un coût de 200 millions de dollars. Reste à voir la suite maintenant, car Muizu, qui veut débarrasser le pays des ingérences étrangères, suivez mon regard, du côté de l'Inde, ne cache pas son souhait d'établir une ligne pro-Pékin. Il va devoir jouer les équilibristes car rejeter l'Inde est un pari risqué. À ce moment de l'émission, j'aimerais que nous nous dirigions vers l'Afrique, où l'armée française a commencé à se désengager au Niger, à un moment où, je le disais, les offensives djihadistes n'ont jamais été aussi fortes dans ce pays, mais aussi au Burkina Faso et au Mali, où on compte dans ces 3 pays un nombre très élevé de victimes à la fois militaires et civiles. Est-ce qu'il n'y a pas lieu là de s'en inquiéter? Une chose est certaine, les affrontements n'ont jamais
était aussi meurtrier que ces dernières semaines. Vous savez aussi bien que moi, Jean-Yves Duval, que la nature a horreur du vide. Et les djihadistes qui évoluent très librement dans cette zone des 3 frontières ont bien compris que le retrait occidental leur ouvrait une fenêtre de tir. D'autant plus que les juntes militaires arrivés au pouvoir avaient désengagé des troupes du front pour protéger leur capitale, soit d'une intervention armée de la CEDEAO, qui n'est toujours pas exclue, soit de tentatives de coup d'État intérieur, comme on l'a vu ces jours-ci au Burkina Faso. J'ajoute un autre point. Les djihadistes redoublent aussi d'efforts et d'agressivité car ils veulent s'emparer des bases comme on laissé derrière eux les Français, les Allemands, mais aussi les casques bleus de l'ONU. Priez eux aussi de quitter la région. C'est dire si les coups de main vont se multiplier dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais que nous terminions ce magazine Carte sur table, Ibrahim Thiam, sur une information dramatique que vient de communiquer l'UNICEF, qui en appelle aux chefs d'État pour en débattre d'ailleurs lors de la COP28 prochaine. Je veux parler de ces dizaines de millions d'enfants qui se voient déracinés par les désastres climatiques, qu'il s'agisse de sécheresse, d'incendies, d'inondations ou encore de tempêtes. Peut-on rester insensible face à une telle situation? Bien sûr que non. Et nous avons même le devoir de nous révolter quand, en lisant ce rapport de l'UNICEF, on découvre ce chiffre de 43 millions de déplacements d'enfants à l'intérieur de 44 pays entre les années 2016 et 2021. Et depuis, la situation ne s'est jamais, bien sûr, pas améliorée. Vous en doutez, ces enfants sont ce qu'on appelle des victimes invisibles. Songez que cela représente quelques 20 000 déplacements d'enfants par jour. C'est monstrueux. D'autant que ces statistiques ne prennent pas en compte les âges. Et on peut supposer que sur ce nombre, il y a une quantité considérable d'enfants en très bas âge. Ce qui ajoute encore à ce drame pour lequel, une fois de plus, les pouvoirs publics se révèlent impuissants. N'est-ce pas à la fois affligeant et décourageant? Si, bien entendu, et à la tristesse s'ajoute la colère. Face à tant de désespoir, c'est encore plus grave si l'on se réfère aux projections pour les années à venir, où on estime dans les 30 prochaines années à quelques 96 millions, pour ne pas dire 100, de déplacements d'enfants à cause seulement des inondations, 10 millions de plus pour les cyclones et 7 pour les submersions ou tempêtes. C'est effroyable. Et ces chiffres ont de quoi nous glacer le sang. La plupart de ces enfants ne rentreront jamais chez eux, reprendront difficilement l'école, etc. C'est là un problème majeur dont doivent s'emparer les chefs d'État d'urgence. D'où cet appel de l'UNICEF à ce qu'ils en discutent donc lors de la COP28 sur le climat qui va se tenir à Dubaï dans quelques semaines. D'autant que certains pays sont plus vulnérables que d'autres. Je pense en particulier à l'Afrique, mais également aux îles des Caraïbes, aux Philippines, à l'Inde et à la Chine. Eh bien, une fois de plus, nous conclurons malheureusement cette émission sur une note dramatique, mais notre devoir n'est-il pas d'évoquer ces sujets plutôt que de les enterrer? Merci à vous, Ibrahim Thiam, d'avoir répondu à mes questions. Il me reste maintenant à vous remercier de votre fidélité, vous qui nous écoutez sur Diaspora Vision, et à vous donner rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, même heure, et surtout, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahim Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahim Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision.
Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.